Alors dans cette affaire, je le redis, il y a l'énergie qui joue un rôle absolument central, et donc maintenant on va se mettre à parler d'énergie. Alors des fois je fais des grands, pour ceux qui ont déjà vu, des grands passages en expliquant l'énergie, on croit que c'est ceci. Alors bon, là je vais aller directement à la réponse. Voilà, l'énergie c'est ça. Ça c'est Iron Man, vous reconnaissez probablement. Donc il a une belle armure, la lumière blanche là, qui clignote au milieu, et dès qu'il a enfilé son armure, il est capable de faire n'importe quoi. Alors en fait il se trouve que l'armure d'Iron Man, on en dispose aussi, elle a juste pas la forme d'une armure, elle a cette forme-là. Voilà. Mais ça, c'est Iron Man. C'est Iron Man à nous. C'est le parc mondial de laminoirs, de raffineries, d'aspirateurs, de tourniquettes à faire la vinaigrette, comme disait Vian, de tractopelles, de fours à verre, de machines à laver. C'est ça, Iron Man, pour nous. Mon pied droit, il est capable de taper dans une masse de centaines de millions de tonnes. C'est, par exemple, tout le commerce mondial. Mon petit doigt droit, il est capable de soulever les plus lourdes charges. Ça s'appelle une grue, etc. Donc, Iron Man, il existe pour de vrai. Nous sommes tous devenus des Iron Man et des Iron Woman. Et on le doit au parc mondial de machines. Et que consomme le parc mondial de machines? De l'énergie. Donc, en fait, l'énergie, c'est la bibine d'Iron Man. En fait, l'énergie, c'est par définition la formation d'un flux physique. C'est ça l'énergie. Donc l'énergie, ça sert à compter un flux physique. Or, l'économie, ça sert à créer des flux physiques. Quand je transforme du minerai de fer en fer, c'est un flux physique. Quand je transforme mon fer en boulon de 12, c'est de nouveau un flux physique. Et quand je transforme tout un tas d'éléments dans la caméra qui est en train de me filmer, je fais aussi des flux physiques. Donc et puis quand derrière je transporte le meuble que j'ai fabriqué entre l'usine de meubles et le magasin où je vais aller l'acheter, même en kit, c'est encore un flux physique. Quand je déplace le consommateur en voiture jusqu'au magasin, c'est encore un flux physique. Donc l'économie, elle est basée sur des flux physiques. Plus j'ai d'énergie à mettre dans le système, plus je suis capable de faire fonctionner de machines, parce que l'énergie, en fait, c'est le fonctionnement d'une machine, et donc plus je suis capable de créer de flux physiques. Donc il y a un lien inexorable entre la production économique, au sens où on l'entend habituellement mesurée en euros, et la quantité d'énergie qu'on met dans le système, c'est-à-dire la quantité de machines qu'on met en mouvement pour produire ces flux physiques qui auront une contrepartie en euros. Comment est-ce que quand on a une lecture physique de l'économie, parce que l'énergie c'est de la physique, on peut voir la façon dont nos activités productives se déroulent. Alors ça, c'est la planète Terre qui, comme le disait Coluche, est carrée avec les yeux dans les coins. Donc c'est l'ensemble, enfin c'est une planète Terre très anthropocentrée, c'est-à-dire c'est le grand supermarché de ressources dans lequel on peut aller se servir. Et ces ressources, en bon ingénieur que je suis, je les ai classées dans deux tiroirs. Il y a celles qui ne se renouvellent pas à l'échelle d'une vie humaine, par exemple le minerai de cuivre, par exemple le minerai de plomb, par exemple la surface terrestre, 13 000 km de diamètre, la Terre, ça ne changera pas beaucoup de votre vivant. Et puis, il y a celles que l'on peut considérer comme pouvant se renouveler à l'échelle d'une vie humaine, typiquement l'herbe ou éventuellement les poissons. Et alors, la première chose que je vais vous rappeler, j'insisterai beaucoup là-dessus, je crois que ça vous a déjà été dit, mais comme disait mon père qui s'y connaissait puisqu'il était enseignant, l'enseignement est un long rabâchage, ces ressources sont gratuites. Alors, le mix énergétique mondial aujourd'hui est dominé à 80% par les combustibles fossiles, et si je fais court, c'est 30% en pétrole, un peu moins de 30% en charbon, et un peu plus de 20% en gaz. Voilà, c'est ça les trois énergies reines dans le monde aujourd'hui. Et donc on comprend un truc quand nous apparaissons, c'est que de temps en temps, c'est ça qui a fait le succès de l'espèce humaine, nous pouvons extraire des ressources de l'environnement et en faire autre chose, donc qu'on considère comme étant plus sympathique, plus utile pour nous. Alors au début, c'est tailler des pierres, ça ne va pas chercher très loin. Maintenant, nous faisons des machines à Nespresso, c'est quand même vachement mieux. Mais le principe est toujours le même. On extrait des ressources de l'environnement, on les transforme par notre activité, ce qu'on appelle le travail, et on en fait autre chose. Et les prix, c'est quoi? C'est la contribution humaine en salaire et en rente à cette activité de transformation. C'est juste ça, un prix. Tout ce que vous avez payé pour acquérir un objet, ça n'est qu'un empilement de salaire et de rente dans le processus de transformation successive qui est parti des ressources naturelles pour aller jusqu'à l'objet que vous achetez. Donc le grand paradoxe quand vous achetez un verre, c'est que vous n'achetez pas le verre. Vous n'achetez que les salaires et les rentes des gens qui ont été chercher le sable, le carbonate de calcium, qui ont été chercher le minerai de fer, tout ça est gratuit pour construire le four à verre, qui ont été chercher le gaz formé gratuitement pour alimenter le four à verre, etc. Vous ne payez que ça. Que ça. D'accord ? Vous ne payez pas le verre. À partir du moment où je contracte l'approvisionnement énergétique, j'ai moins de machines qui travaillent et donc j'ai besoin de moins de monde pour piloter les machines. Et donc c'est la raison pour laquelle, dans tous les pays industrialisés, quand je contracte rapidement l'approvisionnement énergétique, je baisse l'emploi. C'est-à-dire que notre activité économique,
au premier ordre et en tendance longue, se résume à la quantité d'énergie disponible, et au premier ordre et en tendance longue, ça vous donne les émissions de CO2 qui vont dans la grande poubelle atmosphérique. Donc en gros, on ne fait pas une erreur importante en considérant que l'économie, c'est de l'énergie, et cette énergie, c'est des combustibles fossiles. Ce qui veut dire que dans le système dans lequel on vit, on n'a pas trouvé le moyen de baisser significativement la consommation d'énergie sans contracter significativement l'économie. Alors pourquoi est-ce que quand l'approvisionnement énergétique baisse, le nombre d'emplois baisse? C'est assez simple, c'est parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas un emploi qui puisse se passer d'une machine. Personne qui est derrière la caméra, là, a besoin d'une machine. Si je lui supprime sa caméra, je lui supprime son emploi. Moi, j'ai besoin de machines pour fonctionner, même si je suis consultant. J'ai besoin d'un métro pour m'amener à mes rendez-vous. J'ai besoin d'un ordinateur pour marcher. De temps en temps, j'ai besoin d'un ascenseur pour monter au 30e étage de la tour où j'irai voir quelqu'un. D'un téléphone pour prévenir que vous êtes en retard? Jamais. Non, depuis peu, un téléphone qui me sert parfois à prévenir que je suis en retard, mais ça, c'est pas indispensable pour faire mon boulot. Par contre, le métro, beaucoup plus. Et l'ascenseur pour monter au 30e étage de la tour, il l'est aussi quelque part. Et l'ordinateur, encore plus avec le métier que je fais. Donc je suis totalement dépendant de machines. Le conducteur de bus, il est dépendant d'une machine, c'est le bus. Et même le fabricant de foie gras, il est dépendant de tout un tas de machines pour faire les aliments pour ses canards, pour bouillir les foies, enfin pour cuire les foies, pour fabriquer les bocaux dans lesquels il va les mettre. Enfin, donc on est tous dépendants de machines. Les matières premières, c'est quand même quelque chose, vous vous en doutez, hein, intrinsèquement, notamment les matières minées, le minerai, c'est extrêmement important pour nos sociétés. Donc, on a développé des trésors d'imagination. Voilà un joli bulldozer. C'est très gros, hein. Faut savoir que sur ce bulldozer assez classique, le pneu, il fait plus de 2 mètres de diamètre. Je vous montre ça pour que vous puissiez réaliser la dimension d'une excavatrice à godet. Voilà, donc en bas à droite, le petit bulldozer que je viens de vous montrer, il est en bas à droite. Ça, c'est une excavatrice à godet dans une mine à ciel ouvert de Houille, qui est en Allemagne. Et si je vous montre ça, c'est pour que vous voyez un petit peu la taille de la mine en question. Puisque vous voyez, il y a plusieurs excavatrices à godet, par-ci, par-là. En fait, c'est plus grand que Paris Intramuros. Et c'est, comme c'est dommage, c'était le lieu où il y avait une des plus belles forêts primaires d'Europe, il y a encore une centaine d'années. Ça est vachement bien, et puis ça nous profite, donc nous croissons et multiplions, et donc nous augmentons à chaque fois la production, et plus on augmente la production, plus on tape dans le stock de ressources non renouvelables qui diminue. C'est fatal. C'est que la raison pour laquelle les compagnies pétrolières ont arrêté d'investir après 2014, c'est parce qu'entre 2006 et 2014, les investissements dans l'exploration ont été records, et que malgré ça, les découvertes ont chuté. Et aujourd'hui, il y a un taux de succès des forages qui est historiquement bas. Et puis à un moment, nous devenons tellement nombreux et tellement productifs que même les ressources renouvelables se mettent à diminuer. C'est-à-dire le stock de poissons est aujourd'hui beaucoup plus petit que ce qu'il était il y a un siècle. Le stock de forêt est aujourd'hui plus petit que ce qu'il était il y a un siècle, etc. Tous les stocks de ressources renouvelables diminuent. Je vais simplement rappeler comme un mantra les 3 chiffres qui pour moi résument tous les autres et qu'il me semble indispensable de ne jamais oublier. En quelques années, nous avons détruit environ les 2/3 des populations d'insectes. En quelques décennies, nous avons détruit les 2/3 des populations de mammifères sauvages et de poissons d'ailleurs. Et en quelques millénaires, nous avons détruit les 2/3 des arbres. Autrement dit, il ne s'agit pas d'une inquiétude pour le futur, il s'agit d'une crise, d'une catastrophe, d'un effondrement qui a lieu au présent. Produire de plus en plus, on trouve ça vachement sympa parce qu'on est des animaux accumulatifs qui n'en avons jamais assez. Et donc, on a utilisé de plus en plus d'énergie, c'est-à-dire qu'on a mis de plus en plus de machines à notre service. Ici, vous avez l'augmentation de la, pardon, pas l'augmentation, la quantité d'énergie utilisée dans le monde, c'est-à-dire en fait la quantité de machines qu'on arrive à faire fonctionner. Et vous voyez plusieurs choses notables sur ce graphique. La première, c'est que les différentes énergies s'empilent les unes sur les autres. Donc à large échelle, il n'y a pas de substitution. Autant pour les amoureux du nucléaire dont je fais partie, le nucléaire, à ce stade, n'a pas remplacé le charbon, il est venu en plus. Le gaz n'a pas remplacé le pétrole n'a pas remplacé le charbon a considérablement augmenté sur les 20 dernières années. Donc il n'y a pas de substitution à large échelle aujourd'hui dans l'énergie. La deuxième chose très désagréable à savoir, c'est que 1 milliard de polytechniciens, dont je fais partie, n'ont pas empêché cette augmentation. Les quelques évolutions auxquelles on peut... en fait, vous pouvez placer sur cette courbe n'importe quel progrès technique whatsoever. Aucun d'entre eux
n'a résulté dans le fait que l'évolution s'est inversée. Donc en fait, pour le moment, il n'y a aucune novation technique qui n'a permis d'inverser cette courbe, c'est-à-dire d'avoir une quantité globale d'énergie utilisée qui se serait mise à baisser. Juste pour vous donner quelques ordres de grandeur sur la dépendance que nous avons à l'énergie aujourd'hui encore, le pétrole, c'est 100 millions de barils par jour. Un baril, c'est à peu près grand comme ça. Si on les additionne, si on fait une colonne de barils, 100 millions de barils les uns sur les autres, ça fait une colonne de 80 000 km de haut. 80 000 km de haut, l'atmosphère, ce truc qu'on respire tous les jours et sans lequel nous ne vivrions pas, l'atmosphère fait 100 km de haut. La réalité, c'est que aujourd'hui, les découvertes sont vraiment... Il y en a très très peu. De temps en temps, vous allez lire sur des réseaux sociaux, dans les news, qu'il y a un gigantesque gisement de pétrole qui a été découvert ici ou là, de plusieurs milliards de barils. Quand vous lisez ça, rappelez-vous que l'humanité en consomme 100 millions par jour, en moyenne, de barils de pétrole. Donc ça signifie que si on découvre 3 milliards de barils, ça dure un mois. C'est un mois de consommation mondiale en plus. Ça ne change pas non plus fondamentalement la donne. Donc toute l'Europe, l'Amérique du Nord, le Mexique, etc., le Japon. Dans cette zone-là, l'approvisionnement énergétique global est passé par un maximum en 2006. Donc ça fait 10 ans qu'on a passé le maximum, 11 ans même, et ça a commencé à décliner derrière. Donc ça, c'est une chose qu'il faut également dire. Quand on regarde le taux de remplacement du pétrole conventionnel, en 2019, il est de 16%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour chaque baril découvert, on en consomme 6. Voilà ce que ça veut dire. Alors, je vais vous lire une ou deux petites choses. L'Agence internationale de l'énergie, fin 2018, a annoncé qu'il y aurait un déficit, un resserrement en tout cas de l'offre, qui aurait du mal à répondre à la demande sur le marché mondial de pétrole avant 2025. Le pétrole, qui est le système mondial de transport, il y a encore moins de gens dans le monde politique qui ont compris que l'approvisionnement français en pétrole désormais était orienté à la baisse. Au global, on sait déjà qu'il n'y aura jamais de substitution du pétrole par l'hydroélectricité. Enfin, la question ne se pose même pas, sachant qu'en plus, j'ai oublié de le dire, mais le pétrole, c'est quand même une substance dont nous ne saurions pas nous passer, ne serait-ce que parce que notre économie est fondée sur des déplacements et que 95% des déplacements sont faits avec du pétrole. Tout déplacement confondu. Donc, la conséquence d'une contraction de l'approvisionnement énergétique dans un pays qui est devenu tellement dépendant des machines pour assurer sa production économique, on la voit déjà autour de nous, c'est une augmentation du chômage, c'est une augmentation de la pauvreté, c'est une augmentation du vote populiste qui s'appelle Trump, Marine Le Pen ou Brexit. C'est les mêmes expressions, on va dire, dans les urnes, venant de gens qui sont à peu près dans les mêmes couches sociales, habitant à peu près aux mêmes endroits et vivant le même genre de déception. Alors, beaucoup de responsables économiques et beaucoup de responsables politiques à la suite font une erreur de lecture derrière en se disant il n'y a qu'à prendre les bonnes mesures et l'économie repartira à la hausse. Moi, je crois que malheureusement, ce n'est pas ça qui va se passer. Et du coup, je pense qu'il va falloir apprendre à vivre avec une économie qui se contracte de manière structurelle en termes physiques. Sans se castagner. Sans se castagner. Et je pense que l'enjeu, il est là aujourd'hui. Et je pense que le jus de cerveau, on devrait l'investir dans comment je résous ce problème au mieux, et non pas comment je prends les bonnes mesures de je sais pas quoi et je vais libérer la croissance. C'est du reste assez cocasse de se rappeler que Attali avait été chargé en 2008 d'une commission pour libérer la croissance et que manifestement le résultat n'a pas été très probant. Mais il n'y pouvait rien. Il se battait contre la contraction du flux physique. Voilà. Alors maintenant, la question, on a parlé de pétrole, on a parlé d'un peu de minerais. Est-ce que nous sommes face à un problème énergétique? Est-ce que nous sommes face à un problème matériel? Eh bien, le gros problème que l'on a, c'est que c'est bel et bien les deux, mon colonel. C'est-à-dire qu'on a des minerais qui sont de moins en moins concentrés, donc il faut toujours plus d'énergie pour aller les chercher. Sauf que l'énergie elle-même est toujours moins accessible, et donc il faut toujours plus de matières premières pour aller la chercher. L'énergie qui a le plus augmenté sur les 10 dernières années, c'est le charbon. En valeur absolue. Donc l'énergie, le mix énergétique mondial dans 10 ans, il est encore dominé par les combustibles fossiles, quoi qu'on fasse. Si on est raisonnable sur le climat, on consommera moins d'énergie, mais ça sera toujours de manière dominante des énergies fossiles. Si on n'est pas raisonnable sur le climat et qu'on a encore suffisamment de stock, on consommera plus d'énergie fossile, et ça sera surtout plus de gaz et de charbon. Parce que le pétrole, on n'est pas très loin du maximum. Mais voilà, il n'y aura pas de basculement rapide sur autre chose dans les 10 ans qui viennent. La plus grande ville du monde, une des plus grandes villes du monde, c'était Rome, parce qu'on pouvait drainer par voie maritime le blé égyptien, mais toutes les villes qui étaient dans les terres
était incapable de dépasser, il y a, à l'époque de l'Antiquité, quelques dizaines de milliers d'habitants. Il n'y avait pas d'emploi de service à part les domestiques. Enfin voilà, tout ça est apparu par le biais de l'énergie abondante. La quasi-totalité des métiers qu'on apprend aujourd'hui doivent quelque chose à l'énergie. D'accord ? Sans énergie, on ne peut pas les exercer. C'est également grâce à l'énergie qu'on travaille moins longtemps. Donc on a développé les vacances, les études longues, la retraite, les week-ends et les 35 heures par semaine. Voilà, tout ça c'est des effets de l'énergie abondante et ça ne doit que très très marginalement aux revendications conjuguées de la CGT et du MEDEF. L'énergie en fait a totalement structuré le monde qui nous entoure. J'ai bien totalement structuré le monde qui nous entoure. Et dans cette affaire, on a choisi de compter le PIB et un des gros défauts qu'on a aujourd'hui, c'est de considérer que toute la vérité est dans les prix. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a les prix, on a toute l'information disponible pour spéculer sur l'avenir. Je ne suis pas Paco Rabanne, je n'ai absolument aucune information qui vient du futur. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que la régulation dont on va faire l'objet va être violente. Et il y a, à mes yeux, une certitude absolue. Dans la prochaine slide, j'ai essayé de concentrer mes certitudes absolues. Quand je dis certitude, je veux dire par là, je ne parle pas de ma subjectivité en tant qu'individu, je parle de mes conclusions en tant qu'expert. Nous allons vers cela. Dans les prochaines années, dans les prochaines décennies, au niveau mondial, on va subir une grande descente énergétique et matérielle. Dans les premiers temps, elle sera extrêmement inégalitaire. Certains pays vont réussir à maintenir un certain nombre de choses en s'accaparant plus que leur juste part, tandis que d'autres vont littéralement s'effondrer. Mais ça, ce n'est qu'au début, parce que même les pays riches, même les riches des pays riches, s'ils se croient à l'abri de ce qui vient, ils se mettent le doigt dans l'œil, ce ne seront pas sans doute les premiers à souffrir, mais ça va arriver. Et donc, si on ne fait rien, en fait, on s'expose de façon croissante à ce que le système se régule à nos dépens. C'est-à-dire via des surprises, et le dictionnaire est bien fait, une surprise c'est quelque chose qu'on ne voit pas venir à l'avance. Comme un signe noir. Exactement, un peu comme un signe noir, c'était même pas de la pub pour la chaîne, mais c'est exactement ça qu'on risque, c'est-à-dire qu'on risque d'avoir en quantité croissante des choses inattendues qui vont s'exercer à nos dépens et nous forcer à ne plus, j'ai envie de dire, prélever autant ou perturber autant l'environnement. Simplement, c'est des modes qu'on n'aura pas choisis. Et en général, c'est toujours plus désagréable que les modes qu'on a choisis. Ce qu'on va devoir affronter, ce qu'il va falloir gérer si possible, c'est une grande descente énergétique et matérielle sur fond de changement de régime climatique, avec ce que ça implique de disruptions écologiques et sur fond de raréfaction et même de pénurie, avec ce que cela implique de déstabilisation sociétale, de conflits, de guerres. Le vrai problème qu'on a dans cette affaire, c'est un problème, et c'est là que je vais en venir à mon sujet, c'est qu'on a un problème de mauvais tableau de bord, c'est-à-dire qu'on a inventé un système économique dans lequel il n'y a pas la physique. Depuis 2 siècles, on a considéré que la physique n'avait rien à faire dans le système économique. On a postulé il y a 2 siècles dans l'économie classique que les ressources naturelles, ça vaudrait 0. Donc l'énergie est une ressource naturelle parmi d'autres, ça vaut 0. Et donc dans le système qu'on a conceptualisé, on s'occupe que des hommes et du capital humain et le reste n'a pas d'importance. Alors, je pense que la plupart des gens présents dans cette salle fréquentent beaucoup d'économistes et se disent « oui, mais il y a des réalités économiques ». Si vous voulez. Mais moi, je suis physicien. Et je peux vous assurer que les réalités économiques, elles sont contractuelles. Les réalités biologiques, c'est-à-dire les gens qui meurent, les réalités physiques, c'est-à-dire le crash du système planétaire qui est actuellement en train d'avoir lieu, ça, ce sont des réalités non contractuelles. Elles se rappellent à nous et il va être temps d'être un peu sérieux.